Alors, notre premier intervenant est un diplomate de carrière qui a intégré le ministère des Affaires étrangères de son pays, le Sénégal, en 1993. C'est Son Excellence Monsieur Chernian. Il est titulaire d'un diplôme de diplomatie de l'École nationale d'administration de Dakar, au Sénégal. Il a un master en relations internationales et études stratégiques de l'Université Lancaster, au Royaume-Uni. Il a aussi une maîtrise et un DEA en études anglaises de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et il a aussi un certificat en interprétation français-anglais de l'université Westminster à Londres, au Royaume-Uni. Alors, c'est une personne qui a très, 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 très longtemps étudié. Alors, M. Nyon a servi donc son pays, le Sénégal, comme ministre conseiller à la mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York de 2001 à 2006. Il a été consul général du Sénégal à New York toujours de 2006 à 2010. Entre 2010 et 2012, il a été ambassadeur en Afrique du Sud et il a couvert toute la région de la SADC. De 2014 à 2018, il a été nommé ambassadeur du Sénégal, tenez-vous bien, du Japon, cumulativement de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Indonésie, du Vietnam et à Singapour. Alors, je pense que vous pourrez parler vietnamien, il va comprendre qu'est-ce que vous dites. Il est depuis donc juillet 2018 représentant permanent de son pays, le Sénégal, auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Il a généreusement accepté notre invitation et nous fait l'honneur d'ouvrir ce symposium en nous offrant le privilège de l'entendre sur le sujet de la réconciliation de l'Afrique avec son destin. Quel chantier pour demain? Alors, je vous demande d'accueillir M. Chernian. Je me mets là, là, là. Bonjour, chers amis. Je voudrais, avant de commencer, saluer chaleureusement mes collègues, le ministre conseiller Jay, saluer aussi le conseiller Madame Si, euh, ainsi que ma nièce qui est ici, et dire tout le plaisir que j'ai à vous rencontrer ici à Laval. Euh, Saluer aussi des amis que j'ai rencontrés hier et qui m'ont beaucoup marqué. Je veux parler du professeur Ibrahim Diallo, ainsi que de mon ami Ndongo Mbaye. Et j'ai été fasciné en tout cas par leur parcours et fasciné aussi par tout ce qu'ils représentent comme étant de dignes fils de l'Afrique à travers le monde. Et je voudrais aussi féliciter très chaleureusement Opal et sa dynamique présidente, son dynamique leader, Khady Sow, pour la tenue de cet important événement. Je dois tout de suite dire que dans mon intervention, il y aura une approche historique, mais je ne suis pas historien, je suis diplomate de carrière. Notre travail, c'est d'examiner, d'étudier la géopolitique mondiale et de voir comment nous pouvons tirer le meilleur profit de cette géopolitique mondiale et comment nous pouvons conseiller nos gouvernements ou bien les entités auxquelles nous appartenons pour tirer le meilleur parti des impératifs et des réalités de la géopolitique mondiale.
Donc, c'est dire que je suis tout à fait honoré de participer à cet exercice si stimulant sur une thématique qui est importante, thématique qui va nous permettre à nous tous de jeter un regard cru et critique sur le continent africain et son avenir. Mais laissez-moi tout de suite vous dire que ce que je vais dire ici ne constitue pas en soi les vues et les positions officielles de mon gouvernement. La présentation que je vais faire relève uniquement de ma lecture, pour moi, de ce qu'a été l'Afrique, de ce qu'est l'Afrique et de ce que sera l'Afrique ou bien de ce que devra être l'Afrique demain. Cette précision donc faite, laissez-moi aussi vous préciser que mon intervention est de tenter de démontrer, comme d'ailleurs le confirment beaucoup d'observateurs et d'experts, que l'Afrique a les moyens, l'Afrique a les atouts et le potentiel qu'il faut pour revendiquer une place forte dans le concert des nations. À mon avis, l'Afrique est déjà dans une trajectoire vertueuse qui va mener vers sa renaissance. Ma conviction donc est que nous sommes à la veille d'une nouvelle aube, d'une nouvelle ère de stabilité et de prospérité. Peut-être même qu'on est en train de vivre les premiers moments de cette aube. C'est ma conviction. C'est donc ma conviction que notre continent est en train de reconquérir son image d'antan, est en train de se réconcilier avec son histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une Afrique debout, digne, mais hélas, c'est l'histoire aussi d'une Afrique méconnue. C'est une histoire méconnue. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous le démontrer en passant en revue 3 séquences temporelles. La première séquence, c'est la période précoloniale, avant l'incursion européenne. La deuxième séquence, c'est la période d'oppression européenne, caractérisée par l'esclavage et la colonisation. Et la troisième période, c'est la période post-coloniale que nous vivons actuellement, ayant débuté dans les années 50 et 60, période qui correspond à la fin de la tutelle européenne et qui correspond donc à l'indépendance des États africains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et pendant ces 3 périodes, notamment pendant la deuxième période, où l'Afrique fut soumise aux pires brimades et à la spoliation la plus scandaleuse de ses ressources, le continent africain est resté debout. Alors, je me suis dit qu'il faut que nous fassions ce rappel historique. Ce n'est pas de la lamentation, ce n'est pas du passéisme, ce n'est pas un refus de dépassement. Je pense qu'il est important qu'on se réfère à l'histoire, car comme l'a dit Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Passons donc à la période précoloniale. Telle que renseignée par l'histoire, qui est une histoire documentée, voici ce qu'a été la sociologie politique de l'Afrique avant l'invasion des Européens. Car l'histoire nous apprend que pendant des siècles et même des millénaires avant l'ère chrétienne, que l'Afrique abritait des États solides, structurés, organisés, composés de royautés, d'empires et même de républiques. Je m'en vais vous citer seulement quelques États, et vous pouvez le vérifier en allant même dans le net. Je vais me focaliser seulement sur 2 sous-régions africaines,
Je ne parle même pas du Maghreb avec, par exemple, Carthage ou d'autres régions, ou bien du Machrek ou de l'Afrique australe. Je vais seulement me focaliser sur deux régions, sous-régions africaines, qui est la région de l'Afrique de l'Est et la région de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, l'on peut mentionner par exemple le royaume d'Aksum, qui est coincé dans la corne de l'Afrique, entre le nord de l'Éthiopie et l'Érythrée, qui couvrait à l'époque 1 million de kilomètres carrés et qui était florissant pendant l'âge de fer. Et l'âge de fer, c'est entre 450 et 50 avant Jésus-Christ. En fait, ce royaume a existé de l'an 100 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 700 de l'ère chrétienne. Il a été fondé par un empereur appelé empereur Zoskales. Et des récits historiques authentifiés font ressortir qu'au IIIe siècle de notre ère, ce peuple disposait de sa propre monnaie, qu'il utilisait dans son commerce intérieur, qu'il avait un système de conservation des archives de l'État dans une langue appelée gaise et qu'il s'illustrait dans le commerce maritime. C'est authentifié. En Afrique de l'Ouest, d'où je suis originaire, de grands empires ont existé et brillé. Je peux vous citer le cas de l'empire du Ghana, qu'on appelait le Ouagadougou, qui a existé entre le 4e et le 8e siècle et qui s'étendait du Mali à la Mauritanie et qui excellait dans le commerce du sel et de l'or et qui était connu à travers le monde. Je peux aussi citer l'empire du Mali, qui a été fondé au 8e siècle par Soundiata Keïta et qui a connu son apogée au 14e siècle. Et cet empire fonctionnait selon une charte constitutionnelle consensuelle. Parce que, Ndongo, vous pouvez me le confirmer, c'est la charte du Mandé, cette constitution, ou de Kourankou Fouga, qui daterait selon certains de 1236 et selon d'autres de 1222. D'ailleurs, cette charte a été reconnue par l'UNESCO, qui l'a inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'était en 2009. Pour me focaliser dans mon propre pays, je peux citer des royaumes très bien organisés. Je peux par exemple citer le royaume du Wallo, qui a existé de 1287 à 1855. Le royaume du Sine, au centre du Sénégal, qui a existé de 1350 à 1969. Bon, bien qu'on était indépendant, mais on avait encore les vestiges de cette royauté. Le Saloum aussi, qui a existé depuis 1493 jusqu'après notre indépendance. Le royaume du Cayor, qui est peut-être le mieux connu, avec Lat Dior Ngoné Latyr, qui était le roi le plus illustre, qui s'est battu contre la colonisation, qui a existé entre 1549 et 1886. Et dans ce même Sénégal, ce que beaucoup de gens ne savent pas, ont existé deux républiques. Je dis bien république. C'est la république théocratique Torodo, au nord du pays, qui a existé en 1776 et qui a continué jusqu'à 1890, et qui était une république avec des leaders qui sont élus par le peuple, avec un parlement, avec un exécutif et avec un système judiciaire qui était là. Donc bien avant, en tout cas, ce que l'Occident a pu produire en termes de référence républicaine. Une autre république à laquelle appartiennent les ancêtres de Ndongo, c'est la République Lébou, qui a été établie en 1795 dans l'actuel emplacement de la région de Dakar, où nous avions un gouvernement avec des ministères qui étaient dédiés à des activités, où on avait un ministère de l'Intérieur, un ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de la Défense, de l'Agriculture, de l'Hydraulique. Ce fut donc des républiques démocratiques qui maintenaient la paix et qui maintenaient la stabilité dans tout l'espace républicain. L'enseignement, c'est quoi? C'est que la démocratie n'est pas
étrangère à l'Afrique, contrairement aux affirmations développées par certains, soit par ignorance, soit par refus de reconnaître la réalité. Si je descends un peu plus dans ma sous-région ouest-africaine et je vais au Nigeria, par exemple, là, je peux parler d'un royaume qui est aussi très mal connu. Malheureusement que nous, Africains, nous connaissons mal notre histoire. Nous avons le royaume du Nri, qui a existé entre 1043 et 1911, et qui a toujours été dirigé par un roi prêtre qui disposait d'une administration et qui avait une diplomatie, comme nous, qui avait des envoyés, et qui avait un commerce florissant avec ses voisins africains et au-delà de l'Afrique. Vous voyez donc que l'Afrique disposait, avant la venue de l'envahisseur européen, de structures étatiques fonctionnelles qui assuraient la paix au sein des États et entre les États. Puis survint la période d'oppression. Cette période commence quand les Européens se lancèrent à la conquête de l'Afrique au XVe siècle, pensant ou prétendant découvrir des peuples qui étaient dépourvus de civilisation et de culture. En fait, cette vision réductrice et dévalorisante de l'Afrique a été fortement influencée par des penseurs européens, respectables d'ailleurs, du point de vue de leur production intellectuelle. Des intellectuels de renom, comme par exemple Friedrich Hegel, qui a vécu de 1770 à 1831, ou David Hume, britannique, 1796 à 1864. Pour ne citer que ce dernier, dans un de ses ouvrages qu'il a appelé Of National Characters, il stipulait qu'il y avait des races humaines différenciées et que la différence qu'il y a entre les non-blancs et les blancs était comparable à la différence qu'il y a entre les humains et les animaux. C'étaient des penseurs qui avaient de l'influence sur leur société, qui disaient quelque part de bonnes choses, mais qui malheureusement développaient aussi des idées qui n'étaient pas du tout scientifiquement correctes, mais qui avaient une influence sur leur société, et ça a façonné un peu l'imaginaire européen, qui percevait donc l'Afrique comme étant une terre de sauvages, une tabula rasa, dépourvue de raison et de lumière, une zone de non-culture, de non-civilisation, un continent donc désincarné et qui était sans âme et sans avenir. Et tout cela donc a connu son départ avec donc cette propagande, quand aussi l'explorateur Christophe Colomb, d'origine italienne, entreprit son premier voyage vers le Nouveau Monde dans les Amériques, et quand la reine Isabelle de Castille et Ferdinand d'Espagne ont financé son expédition et ont décidé plus tard d'introduire dans ces colonies, dans les Amériques, des Africains qui devaient être réduits en esclavage. C'est à cette période qu'a véritablement débuté la stigmatisation de l'Afrique, stigmatisation qui a encore la peau dure et qui explique la prévalence du racisme anti-noir. Comme je l'ai dit, l'Afrique était considérée comme étant une terre d'hommes et de femmes qu'il fallait civiliser par la contrainte. Ainsi donc, ce fut d'abord l'esclavage, le commerce transatlantique ou triangulaire, qui a duré du XVe siècle au XIXe siècle. Et l'impact fut terrible. Des millions d'hommes et de femmes transportés de force du continent, loin de leur terroir, pour peupler le nouveau monde de travailleurs et de bêtes de somme. Et si je me réfère à un historien qui s'appelle David Eltis, il a estimé que 12 millions d'Africains ont traversé l'Atlantique entre 1501 et 1866 et que plus d'1 million de ces captifs ont perdu la vie pendant la traversée. Je ne parle même pas des conséquences qui se sont passées quand ils se sont déplacés sur leur nouvelle terre d'accueil. Et les conséquences ont été terribles. Une démographie décimée en Afrique, une économie affaiblie, déstructurée,
un tissu social déconstruit et en lambeaux, et l'installation, à cause surtout de l'installation aussi d'un régime de prédation qui opposait les Africains aux Africains. L'esclavage la traite a été abolie par le Congrès de Vienne du 8 février 1815, bien que son effectivité n'ait intervenu que plus tard. Par exemple, dans le cas de la France, elle ne fut en fait abolie qu'en 1848. Et dès que prit fin l'esclavage, dès les années 1870, la colonisation européenne a commencé avec de grands pays comme l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique. Parce que l'Europe traversait une crise, il fallait un nouvel espace pourvoyeur d'opportunités, mais aussi un habitat aussi pour les populations, la population est devenue nombreuse. Et la compétition fut telle que finalement le chancelier allemand Otto von Bismarck convoqua avec ses pairs européens la conférence de Berlin, dont vous avez entendu parler, dans les années 1884-1885, pour s'entendre un peu sur le partage du gâteau africain et éviter les conflits entre puissances européennes. Et sur la base de deux principes. Le premier principe, c'est l'acceptation par tous du principe de la liberté de navigation et de commerce. Deuxième principe, celui du principe de l'acceptation de l'occupation effective comme règle de validation des annexions. Une fois que vous arrivez dans un endroit, vous colonisez, vous avez là-bas votre drapeau, on vous reconnaît cet espace, donc personne n'a le droit de contester votre présence. Donc c'était les deux principes essentiels qui ont été retenus de cette conférence qui a été convoquée par le chancelier Bismarck. Et l'une des conséquences de cette conférence, et d'ailleurs on l'a vu jusqu'à présent, c'est l'établissement de frontières artificielles dans l'espace africain. On a hérité de frontières artificielles de la colonisation. Je pense qu'il suffit de convoquer un peu la carte de l'Afrique et la sociologie des pays africains pour se rendre compte que toutes ces frontières, c'est des frontières qui sont factices. Il est même courant de voir dans beaucoup de pays africains une même famille écartelée entre deux pays. Donc c'est dire que les États africains, à l'indépendance, n'étaient pas seulement économiquement exploités et affaiblis, mais le socle social et culturel était complètement perturbé et défait, voire démantelé, et qui allait donc porter un coup dur à la dynamique politique et sociale en Afrique. Le résultat de tout cela, c'est que dans les années 60, 50 pour certains, quand la plupart des États africains ont recouvré leur indépendance, les leaders ont été confrontés à une situation compliquée. On héritait des États aux frontières artificielles, mais il fallait construire des nations. Il fallait donc construire des États-nations stables, viables, portés vers la paix et le développement. D'ailleurs, cette situation, c'est ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique ou la fragmentation de l'Afrique, parce que morcelée selon les caprices et les intérêts étroits des colons. Donc on a hérité de cette situation avec un tissu industriel extrêmement faible, un déficit infrastructurel aussi handicapant. Donc voilà l'Afrique des indépendances. Que pouvait-on alors espérer de bon après un passé aussi traumatique, esclavage plus colonisation, et un si mauvais départ? Et c'est là que je veux vraiment saluer le rôle de nos leaders. On le dira, les gens manquent toujours à le dire. Les gens sont toujours prompts à critiquer les leaders africains, mais je pense que nos leaders africains ont fait preuve de maturité dans la gestion de cet héritage qui est si lourd et si négatif.
non seulement les leaders politiques, mais aussi l'élite intellectuelle africaine, qui ne s'est pas laissé faire et qui a essayé de reprendre les choses en main. Et je voudrais ici parler du courage et de la vision qu'ont eu nos chefs d'État quand, dès 1963, et ils étaient 37 pays indépendants à l'époque, a lancé à Addis Abeba la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Très tôt, ils ont donc commencé à voir comment corriger les avatars de l'histoire, les avatars de la colonisation, et prévenir les convulsions déstabilisatrices du continent. En quoi faisant? En retenant 4 principes. Premier principe, c'est la promotion de l'unité et du développement du continent. Je parle sous le contrôle de mes collègues diplomates qui sont ici. Deuxième principe, c'est le maintien de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le maintien des frontières telles qu'héritées de la colonisation. Parce que si tout le monde se mettait à revendiquer des territoires, on ne s'en sortirait pas. Donc on a accepté le principe que voilà ce que l'histoire nous a légué. Nous allons accepter cela et nous allons essayer de constituer nos États-nations, étant entendu que l'objectif ultime, c'est de faire en sorte que le continent soit réunifié. Donc marchons avec ce que nous avons et plus tard nous verrons les effets. Et ça a été une intelligence politique de premier ordre que je salue. Troisième principe, c'est de poursuivre les efforts et les pressions internationales pour que les pays qui étaient encore sous le joug de la colonisation, que ces pays-là soient libérés. Quatrième principe majeur au niveau de l'OUA, c'est la coordination au niveau continental, et ça ils y ont réussi pour la plupart du temps, de toutes les politiques ou initiatives diplomatiques, aussi de la coordination économique et la coordination de la défense. C'est qu'ils ont beaucoup mieux réussi dans la diplomatie et dans les politiques de coordination économique que dans la coordination de la défense, parce que bon, ça se comprend, c'est un continent au début qui n'avait pas suffisamment de moyens pour mobiliser des forces. Encore qu'au fil du temps, on a vu qu'il y a eu des efforts qui ont été menés. Si nous voyons par exemple l'ECOMOG, on a beaucoup de forces africaines qui ont été formées et qui ont joué un rôle important de stabilisation dans beaucoup de pays. Donc, c'est dire que ce dispositif s'est révélé utile à l'épreuve du temps. Le continent, l'OUA aussi a joué un rôle majeur dans la résolution de beaucoup de litiges, on l'oublie, de beaucoup de litiges frontaliers et de conflits internes. Et n'oublions pas aussi que c'est l'OUA qui a été derrière toute cette machine qui a été développée pour libérer l'Afrique du Sud, pour faire libérer l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, la Namibie. Ce n'est pas les pays européens et les colons qui ont libéré de gaieté de cœur ces pays, c'est grâce à une stratégie qui a été donc montée par les chefs d'État dans leur sagesse pour faire libérer donc tous ces pays-là. Sur le plan économique aussi, un projet majeur a été établi, c'est la mise en place de la communauté économique africaine. Et je pense qu'on a été pratiquement le premier ensemble au niveau mondial à avoir cette vision continentale. L'Union européenne, quoi qu'on puisse dire, est venue un peu copier le modèle africain. Peut-être qu'ils ont réussi un peu plus vite, mais on a été pratiquement le premier ensemble continental à avoir cette vision, en ayant donc la vision d'une communauté économique africaine intégrée, en commençant par un agrégat de communautés économiques sous-régionales, visant donc l'harmonisation des politiques économiques et l'établissement de marchés économiques. Et plus tard, il y a eu cette mutation de l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine en 2000, avec cette fois-ci la volonté farouche de créer les États-Unis d'Afrique.
On se rappelle que le président Mohamed Khadafi était l'un des plus grands champions de cette idée. Et peut-être même que sa disparition aurait été liée un peu à ce projet, d'après certaines mauvaises langues. Il est bien vrai que ce n'était pas un homme qui était un saint, mais sur le plan quand même des idées pour le continent, des ambitions pour le continent, c'était quand même quelqu'un qui mettait un peu en danger les intérêts occidentaux. Pensait à créer une banque, un fonds monétaire africain, qui allait donc se substituer au Fonds monétaire international, contrôler, il faut le dire. Là, je ne parle pas au nom de vos gouvernements, je parle en tant que Cheikh Niang, contrôlé donc par les Occidentaux. Donc, c'est dire que c'est quelqu'un quand même qui avait une ambition pour le continent. Et l'Union africaine, je vais seulement citer deux initiatives importantes que l'Union africaine a prises et qui pour moi sont vraiment importantes. D'abord, c'est le bannissement des coups d'État. Vous voyez que de moins en moins, on a des coups d'État en Afrique. Et même certains petits fous qui tentent de faire des coups d'État ne réussissent pas, en tout cas, à asseoir leur pouvoir. Dernièrement, on a vu la situation au Soudan. Ils ont été obligés de partager le pouvoir avec les civils, avec à terme leur départ du gouvernement. On a vu aussi le cas auparavant du Mali, avec Sanoro, qui a pris le pouvoir, mais c'était impossible. Donc, les coups d'État ont été bannis en Afrique, ça aussi de par la volonté des leaders africains. Donc, les changements constitutionnels illégaux ne sont pas acceptés. Donc, on peut donc considérer actuellement que les coups d'État, c'est une chose du passé. Et ça, je pense que c'est important pour la stabilité des pays africains. Et c'est important aussi pour le triomphe de l'état de droit et de la démocratie, qui sont aussi des aspects importants pour des pays qui veulent vraiment se développer. Une autre initiative importante aussi, dont on ne parle pas beaucoup, parce que ça se fait de façon assez discrète, beaucoup de gens ne savent pas, et ça, on est peut-être le seul continent à le faire, c'est que l'Union africaine a institué ce qu'on appelle the African Peer Review Mechanism, ou en français, le mécanisme africain de revue des pairs. Un mécanisme politique par lequel les chefs d'État africains cherchent à corriger les manquements à la bonne gouvernance, les manquements aux droits de l'homme, les manquements à la démocratie. Et c'est un mécanisme qui permet donc à des pays tiers, ou en tout cas à des personnalités ne provenant pas du pays, d'aller fouiller dans un pays qui a été indexé pour vérifier si dans le domaine de la gouvernance ou des droits de l'homme ou de la démocratie, si ces pays se conforment aux normes. C'est un mécanisme innovant par les Africains et pour les Africains. Et quand un État accède à cet instrument, donc, comme je l'ai dit, il fait l'objet d'une visite d'un panel de 7 éminentes personnes réputées pour leur intégrité, leur expertise et leur bonne moralité, et qui donc va dans ce pays pour vérifier s'il y a une conformité aux normes internationales de bonne gouvernance politique et économique. Et la première revue, et dès qu'on adhère à ce mécanisme, dans les 18 mois, une première revue, une première équipe se rend dans ce pays pour donc faire ce travail-là. Ensuite, suivront des revues périodiques. C'est extrêmement important. Les gens n'en parlent pas, mais c'est extrêmement important. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans la stabilité politique et dans les progrès qui ont été menés par beaucoup de pays dans le domaine économique, dans le domaine politique notamment, et de bonne gouvernance. Alors, tout cela, à mon avis, a contribué à assainir la situation dans nos pays, à installer une trajectoire que je dirais vertueuse dans la gestion de nos États, au point que l'Afrique aujourd'hui compte parmi les économies les plus dynamiques en termes de taux de croissance.
et présente des fondamentaux économiques de plus en plus solides, d'où l'intérêt plus que jamais élevé des puissances des pays européens, en tout cas de nos partenaires, à investir en Afrique. Selon la Banque mondiale, en 2018, 6 des 10 pays au monde ayant la plus forte croissance économique sont des pays africains. Et sur ce tableau, des 10 pays les plus avancés, qui ont fait de plus de progrès dans le domaine de la croissance économique, sur ce tableau, les 2 premiers sont africains, avec le Ghana, qui a 8,3%, et l'Éthiopie. Ensuite, nous avons l'Inde, la Côte d'Ivoire fait partie du tableau, Djibouti, Sénégal, Tanzanie. Et ce qui est aussi encourageant, c'est que dans la plupart de ces pays-là, le moteur de la croissance, c'est l'agriculture et les infrastructures. Je pense que c'est extrêmement important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue attractive économiquement, de manière qu'on assiste actuellement à ce qu'on appelle the second scramble for Africa. Avant, il y avait un first scramble, that was when European countries were, quand les pays européens venaient pour coloniser, pour piller des ressources. Maintenant, on a un deuxième scramble, une deuxième ruée vers le continent, parce que le continent a des atouts qui sont extraordinaires. D'abord, c'est l'étendue géographique, la richesse du sol et du sous-sol. Encore que nous, Africains, nous devons refuser de nous plier à cette économie de rente ou d'exportation de nos produits. Nous devons nous-mêmes penser à transformer nos produits sur place. Et nous sommes un continent, un grand continent, 12 millions de kilomètres carrés. On est dépassé en superficie que par l'Asie. 54 pays. Beaucoup pensent que c'est de l'éparpillement, mais moi, en tant que diplomate, je sais que c'est un enrichissement, c'est quelque chose de très riche. Quand on est nombreux sur la scène, par exemple à l'ONU, nous pèsons beaucoup plus. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on peut valoriser et exploiter, en tout cas, pour mieux peser sur le concert, dans le concert des nations. On a aussi une population qui est en forte croissance, estimée actuellement à plus d'1,2 milliard d'individus, et plus de 70% de la population a moins de 30 ans. J'étais ambassadeur au Japon. Le Japon, quand j'ai quitté, ils étaient en 2018, ils étaient à 120 millions. Et on nous annonçait que le Japon, dans 50 ans, la population allait baisser pour se retrouver à 80 millions, donc une perte de 40 millions. Alors que ce n'est pas ce que nous avons en Afrique. En Afrique, on a une croissance qui est très forte et qui est continue. Et d'ailleurs, le Pew Research Center a sorti une étude indiquant que l'Afrique est la seule région au monde où la part démographique va augmenter. Elle va passer de 15 à 25% en 2050, alors que l'Europe décroîtra de 11% à 7%, l'Asie de 61% à 55%, et celle des Amériques va stagner à 13%. Ce qui veut dire en clair qu'en 2050, un terrien sur 4 sera africain. Et n'oublions pas aussi que 60% des terres arables au monde sont en Afrique. Et donc, on a une force de travail qui sera là et qui va donc être un atout, en tout cas dans l'essor économique des pays africains. Alors, cela dit, il me semble important qu'on ait des priorités pour l'avenir. Comme je l'ai dit tantôt, le sujet est assez vaste. Je me suis résolu moi-même à me limiter à 3 aspects. C'est les aspects politiques, les aspects économiques. Et peut-être je parlerai un peu de la diaspora. Je sais qu'il y a un vaste chantier sur le plan culturel. Je vais laisser les professeurs dans ce domaine-là peut-être développer, parce que je sais aussi qu'on a une
notre culture à préserver, nos cultures à préserver. Alors, sur le plan politique, il me semble qu'il est important de soutenir et de renforcer les initiatives à caractère continental, politique à caractère continental, et qu'il nous faut encore renforcer la démocratie, qu'il nous faut davantage ancrer l'état de droit et la bonne gouvernance politique, même s'il faut reconnaître que de grands progrès ont été réalisés. L'Afrique de 2019 n'est pas celle de 1960 ou de 70 ou de 80. Il nous faut aussi, dans ce domaine-là, promouvoir une société plus participative et plus inclusive, où tous les segments, surtout les segments qu'on peut considérer encore comme étant faibles, tels que les femmes, les jeunes, où tous les segments, on va au chapitre, et où des politiques de soutien et d'inclusion sociale sont établies à l'endroit des couches défavorisées. Sur le plan économique, là je retiens deux choses ou trois choses qui sont extrêmement importantes pour nous de faire, vu un peu l'évolution de la situation internationale. Je dirais peut-être quatre choses. D'abord, c'est le renforcement du secteur privé africain. Je pense qu'il est important que les économies africaines se libèrent de la mainmise des gouvernements qui doivent se résoudre à accepter d'animer et de réguler les économies et de cesser de jouer le rôle d'entrepreneur économique. Ce rôle doit être dévolu, comme le montre d'ailleurs l'histoire dans tous les pays qui sont développés, dévolu au secteur économique, au secteur privé, je dirais. Et je veux surtout parler du secteur privé national. Et il est important que le secteur privé africain puisse être bien armé pour jouer le rôle de catalyste pour augmenter la productivité et utiliser aussi de façon optimale les innovations technologiques, comme l'ont déjà réussi les économies émergentes d'Asie. Il n'y a pas de secret. La voie pour accéder à l'émergence est connue. Donc, les gouvernements, soutenir ab initio ce secteur privé pour le rendre compétitif et opérationnel. D'où un certain choix à faire, à mon avis, parce que tous ces pays-là sont passés par là, c'est celui de la préférence nationale. On ouvre de plus en plus nos marchés. Et ce que nous voyons ces temps-ci, la tendance, c'est de voir donc des secteurs privés internationaux investir dans nos marchés, prendre les profits, les rapatrier. Et on ne donne aucune chance au secteur privé national. Je pense qu'il est important qu'on oriente notre réflexion à ce niveau-là, tel que renseigné par ce qui s'est fait en Asie, avec les pays émergents d'Asie. C'est des pays qui ont fait des politiques économiques volontaristes, qui ont misé sur le secteur privé national, qui l'ont armé, qui ont armé ce secteur. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à vraiment créer des soubassements forts de développement durable pour ces pays. Et donc, il est important que le système financier et bancaire soit consolidé pour que donc on puisse soutenir ces initiatives privées nationales. Et quand je parle de système financier, il y a actuellement un débat en cours sur le franc CFA pour les pays anciennement colonisés par la France. Je pense que c'est un débat qui doit être ouvert parce que le CFA est perçu beaucoup comme une monnaie coloniale qui obère les économies. Je pense que sereinement, nous devons pouvoir aborder ce débat et voir, en tirer en tout cas toutes les conséquences, avoir un tableau clair de ce qu'il y a, des avantages et des inconvénients. Avec moi, mon inclination, c'est de faire en sorte, en tout cas, qu'au bout du compte, que nous puissions avoir une monnaie qui soit déconnectée, disons, de l'Europe, de l'euro et de l'Europe. Je pense que si des pays comme l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, le Brésil ont leur propre monnaie et fonctionnent, pourquoi pas nous? Bon, il est bien beau d'avoir des relations avec l'euro, mais je pense qu'il est bon à un moment donné
de prendre son courage à deux mains et de se libérer, en tout cas, de ces chaînons. Deuxième chose qui, moi, à mon avis, qui sont importantes, c'est qu'on doit abandonner aussi en Afrique les plans de développement de courte vue. Heureusement que le message a été bien perçu. Et c'est ainsi qu'on observe un peu partout en Afrique des plans stratégiques avec des visions à long terme. Donc, ils se débarrassent des plans de courte durée, de courte vue, comme d'ailleurs on en a eu au Sénégal et un peu partout en Afrique, avec les plans quadriennaux ou quinquennaux, qui relevaient beaucoup plus de gestion économique que de transformation en profondeur de nos économies. Et c'est une bonne chose déjà que parmi les 54 pays africains, 37 ont déjà adopté cette nouvelle démarche volontariste qui aborde un modèle de développement et une pensée économique novatrice. Et ces plans sont appelés plans d'émergence. Il me reste beaucoup de temps, je vais terminer rapidement dans 10 minutes. C'est bon? Voilà. Donc, c'était ce qu'on a Rwanda Vision 2020, plan Sénégal émergent de 2035. Donc, c'est des plans qui sont là pour résolument affranchir les pays africains du sous-développement en engageant des réformes structurelles qui vont transformer les bases de l'économie et à accroître les investissements publics et privés, et en particulier pour le secteur privé national. Autre point, donc je vais aller rapidement, c'est faire en sorte aussi qu'on améliore le climat des affaires. Et pour cela, il faut que des efforts soient faits dans la redevabilité et dans la bonne gouvernance, dans la lutte contre la corruption. Encore une fois, que la corruption n'est pas seulement une affaire africaine, c'est une affaire mondiale. D'ailleurs, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. De privilégier et de renforcer aussi l'état de droit et une justice forte et indépendante et la stabilité politique. Tous ces éléments, ces facteurs, c'est important pour améliorer le climat des affaires. Enfin, dernier point sur le plan économique, je voudrais me réjouir aussi de l'institution de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, que certains appellent ZLECA, d'autres appellent ZLECAF, qui est aussi une création audacieuse et volontariste des dirigeants. Et son effectivité, donc, moi, je pense, va être très utile pour notre continent. Et c'est un chantier très sérieux qu'il nous faut réussir. Et nous devons donc tout faire, en tout cas, pour que ça réussisse. Dernier point que je voudrais souligner, dernier point de mon intervention, c'est de faire de la diaspora africaine un allié pour la rédemption de l'Afrique. La diaspora africaine est présente sur tous les continents. Hier, je pense qu'on a avancé un chiffre de 200 millions, peut-être même plus. C'est là une formidable force, je pense qu'il faut utiliser pour hâter l'émergence des pays africains. Et je pense qu'il faut aussi que la diaspora aussi fasse preuve de beaucoup plus d'imagination et de participation, à l'instar du peuple juif, que je respecte beaucoup. Le peuple africain doit développer les ressorts de solidarité allant au-delà du simple sentimentalisme, mais en amenant aussi ceux qui sont nantis dans la communauté de la diaspora, non seulement à faire un retour sentimental, un retour mental, mais aussi de faire un retour vraiment effectif d'investissement pour participer au développement de l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le font d'ailleurs la communauté, la diaspora juive. Bien sûr, l'étape première, c'est le réveil des consciences. C'est en cela que je salue la tenue de cette initiative organisée par OPAL. Et c'est en cela aussi que je voudrais féliciter OPAL et sa directrice. Je vous remercie.